Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À l'île du Pas, les inondations du 9 août dernier font craindre le pire pour l'avenir. À Montmagny, visite au Salon de la deuxième jeunesse. À Baie-Saint-Paul, on fête l'équinoxe avec une grande fête interculturelle. À Montjoly, l'école Nord-Joly reçoit la grande récompense du défi Pierre Lavoie. À Saint-Léonard de Portneuf, c'est le Festival du lin. Dans la MRC des Basques, on accueille les nouveaux arrivants avec des Midi Boostify. À Saint-Léon-le-Grand, on visite le rucher artisanal Bimétal. Et pour commencer cette émission, on va se rendre à Bonaventure, où on souligne 25 ans de pratique des sages-femmes au Québec. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour quelle raison à Bonaventure? C'est un événement qu'on a organisé à Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs pour souligner les 25 ans de la légalisation de la pratique sage-femme au Québec, puis aussi pour célébrer les 5 ans du service sage-femme ici dans la Baie des Chaleurs. Pendant une longue période plus récente, il y a eu des accouchements qui étaient faits vraiment exclusivement par les médecins. Puis il y a eu une mobilisation citoyenne qui a vraiment demandé pendant plusieurs décennies de ramener la pratique sage-femme. Puis cette pratique-là, maintenant, depuis maintenant 25 ans, elle est pratiquée légalement, elle est instaurée dans le système de santé. Il y a un bac sage-femme qui se donne de plusieurs années. C'est encadré par un ordre professionnel. Donc vraiment, là, on a une pratique sage-femme moderne puis qui est maintenant disponible dans plusieurs régions du Québec, dont la Baie des Chaleurs. Vous avez présenté votre nouvelle identité visuelle. C'est quoi l'histoire en arrière de ce logo-là? Bien, c'est un logo qui a été vraiment longuement réfléchi. On avait envie de faire un logo de service qui serait inclusif. Donc, on sortait un peu peut-être du traditionnel papa, maman, bébé pour pouvoir faire référence à un peu toutes les personnes qui pourraient avoir accès à une sage-femme. Donc, le rond sur le logo représente l'humain. L'humain qui peut être justement un parent, un bébé, une mère, peu importe. Et on sent que cet humain-là est supporté et entouré. Donc, que ce soit par les sages-femmes ou encore la communauté, l'énergie. Donc, l'idée était de créer quelque chose qui était enveloppant autour de ce personnage central-là. Puis, comme on est en Gaspésie, on voulait aussi sentir le territoire. Donc, on peut aussi retrouver la vague, la montagne, le soleil ou la lune selon l'énergie du moment. Donc, on cherchait vraiment à faire un logo qui susciterait un sentiment fort d'appartenance et qui nous permettrait aussi d'être reconnaissable. Il y a combien de familles qui ont eu recours aux sages-femmes dans la région? Si on compte les suivis complets, qui sont principalement ce que les sages-femmes font, on parle de plus de 130 familles là, qui ont eu des suivis complets, incluant prénatal, accouchement et postnatal, avec leurs sages-femmes depuis le début des services. Mais on offre aussi des services de façon ponctuelle, des fois sur référence d'un autre professionnel. Et puis, si on inclut tous les autres services, c'est plus de 300 Gaspésiens qui ont pu être en contact avec une sage-femme à une étape de leur parcours de périnatalité. Puis c'est quoi la différence entre la pratique sage-femme et celle en milieu hospitalier? Mais en fait, une des principales différences, c'est le suivi qui est vraiment un suivi qui est centré autour de la famille puis des besoins de la famille. Donc, il y a vraiment des processus de décision éclairés au niveau des choix, de faire des interventions, de passer certains tests. Puis, il y a aussi la continuité relationnelle qui est le fait que c'est la même sage-femme qui fait nos suivis tout au long de la grossesse, qui est présente à l'accouchement, puis dans les 6 semaines après l'accouchement. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis, il y a aussi le fait d'avoir accès plus facilement, je dirais, là, à la professionnelle. Donc, on peut la joindre les sages-femmes quand on a des questions, des inquiétudes. Puis il y a quand même une pratique qui est tournée aussi vers une philosophie qui est différente, là. Présentement, il y a combien de sages-femmes qui pratiquent dans la région? Mais ça a varié au cours des 5 dernières années. Présentement, il y a une responsable du service sage-femme, puis il y a 2 sages-femmes qui pratiquent, puis il y a aussi d'autres sages-femmes qui complètent ponctuellement l'équipe. Fait que pour l'instant, c'est ce qui est en place pour la Baie des Chaleurs, là.
Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait comme un manque de reconnaissance envers cette profession-là? Mais dans la baie des Chaleurs comme telle, il y a une bonne collaboration avec le milieu hospitalier. Présentement, avec le service d'obstétrique de l'hôpital de Maria, il y a vraiment une belle collaboration. Il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits, puis vraiment une reconnaissance mutuelle qui s'est bâtie. Par contre, on peut dire que le service a pris 10 ans à s'implanter dans la baie des Chaleurs. Il y a eu des mobilisations pendant 10 ans au niveau des citoyens et des citoyennes. Donc, ça a été vraiment long avant de convaincre autant le gouvernement au niveau provincial que régional de venir instaurer un service ici. Puis, à l'échelle du Québec, c'est sûr qu'on reconnaît quand même un manque de reconnaissance en général envers la profession. Il y a eu dernièrement aussi, dans les dernières années, des mobilisations des sages-femmes pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, c'est sûr que ça persiste. Les sages-femmes, ils ont manifesté qu'ils étaient contre le projet de loi 15. Est-ce qu'il y a eu du développement, des pourparlers avec le gouvernement? Il y a finalement eu des amendements qui ont été acceptés par le gouvernement, qui étaient proposés par le regroupement des sages-femmes. Donc, il y a eu des améliorations. Puis c'est sûr que là, le projet de loi est passé. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Fait que c'est difficile là, de juger de l'effet vraiment du projet de loi 15 comme tel, mais on va suivre ça assez précisément là, pour pouvoir en commenter plus tard. Vous, personnellement, vous avez eu recours à une sage-femme. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là? Sincèrement, je trouve ça extraordinaire comme profession. Vraiment, c'est un suivi qui est attentionné, qui est vraiment centré, comme je le disais, sur la femme, sur la famille, sur les décisions. On peut vraiment être au centre de l'expérience là, de l'accouchement, puis de donner naissance, d'accueillir une nouvelle personne dans notre famille. Donc, toutes les sphères de la vie d'une famille sont abordées au fil des suivis. Puis, je trouve que j'ai vraiment pu avoir une bonne compréhension de ce qui se passait au niveau physiologique, de comment aborder l'accouchement, comment se préparer à l'accouchement, c'est quoi le rôle que moi je peux avoir puis sur mon accouchement, comment je peux me préparer vraiment. Puis ensuite, avoir le suivi aussi dans les 6 semaines qui suivent, ça permet vraiment de boucler la boucle, là, vraiment d'accueillir le nouveau-né puis d'avoir les conseils encore de cette même personne-là qui nous a suivis. Puis pour mon deuxième enfant, j'ai pu avoir accès à l'accouchement à domicile, ce qui est seulement permis avec les sages-femmes. Puis ça, c'est vraiment une expérience qui, pour moi, était exceptionnelle. Moi, je le recommanderais à tout le monde, vraiment, parce que c'est un service qui permet vraiment de faire des choix éclairés pour soi et pour son bébé. Et j'ai beaucoup apprécié l'accompagnement qui était chaleureux et vraiment personnalisé aussi. J'avais accès à beaucoup d'informations par rapport à ma grossesse. Dans la région de Berthierville, le 9 août dernier, les restes de l'ouragan Debby ont déversé pas moins de 221 mm de pluie, causant d'importants dommages, mais surtout posant la question sur tout l'avenir de cette zone qui devient de plus en plus inondable. Alors, je fais le point là-dessus avec Daniel Yvon de CTRB. Daniel, bonjour. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va bien, merci, mais on constate que chez vous, lorsqu'il y a vraiment des épisodes de pluie torrentielle, ça devient vraiment des territoires qui sont inondés et inondables. Parlez-moi un peu de la situation de votre région face à ces pluies qui ont déferlé sur vous. On a un écosystème qui est quand même assez particulier parce que on parle de Montréal, des Grands Lacs, si on veut, on pourrait dire à l'ouest, et oui. On s'en va à l'est, on pourrait dire jusqu'au pont de Trois-Rivières. On parle du pont de Trois-Rivières parce que c'est au début que l'influence des marées est importante, mais entre ça, on existe et on est au confluent de la rivière des Outaouais qui jette dans le fleuve. Vous avez les Grands Lacs et ça l'a créé au fil des années un écosystème vraiment spécial parce que tu as la voie maritime, donc il y a eu du dragage qu'on appelle. Il y a eu du creusage, il y a eu de l'élargissement des voies pour faire passer de plus en plus les bateaux. Et il y a aussi des réservoirs, des barrages qui font qu'on contrôle le niveau de l'eau au niveau de notre région. Là. Dans le fond, on le sait qu'au printemps, peut-être ils vont ouvrir les barrages, les eaux vont monter, puis dépendant de la fonte de la neige, ça crée vraiment des situations qui sont en principe contrôlées. Et c'est contrôlé depuis les années 80 qui ont été établies, ces règles-là, pour favoriser la voie navigable du Saint-Laurent. Avec des situations climatiques, puis tout ça, on rajoute une couche par-dessus ça. Là, le gouvernement donne jusqu'au 17 octobre
aux municipalités, aux gens de faire des consultations, de déposer des mémoires, justement, pour la détermination des eaux inondables. Bon, parlons des zones inondables. Daniel, parlons des zones inondables, justement. On voit bien, là, qu'il y a comme un chapelet d'îles dans votre région. Ces on a 100 îles, oui. Alors oui, puis ces îles-là ont été colonisées, donc il y a des gens qui se sont établis, il y a des municipalités qui se sont développées, et tout ça, aujourd'hui, on se retrouve un peu comme dans des zones inondables. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé le 9 août, justement, dans ces zones-là? C'est quoi qui est arrivé? Bien, si on parle de l'événement du 9 août, on a eu en plus 221 mm de pluie qui a tombé. Donc, les bassins versants ont vraiment gonflé. C'était assez catastrophique. On voit justement des images avec des routes barrées qui sont encore aujourd'hui, presque 2 mois après l'événement, fermées, barrées parce qu'ils sont rendus précaires. La conduite en automobile est rendue précaire. On a aussi eu à Saint-Cuthbert un événement qui a fait qu'il y a 9 maisons dans une rue qui est comme dans une vallée, dans un ravin. Les gens ont dû même être évacués par hélicoptère et les gens ne demeurent plus dans ces maisons-là. Ils sont en attente de la sécurité civile parce qu'on sait que est-ce que ça va être déclaré perte totale? Est-ce qu'on les relocalise? Est-ce qu'on met des sous? Est-ce qu'on réautorise les gens à demeurer près de la rivière Chicot? Une rivière qui, normalement, est une petite rivière tranquille. Au printemps, il y a un petit peu de montée des eaux parce qu'il y a les lacs qui se déversent, mais ça n'a jamais eu l'ampleur que ça l'a eu là au mois d'août. Et la question est à savoir, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va revenir? On parle de changement climatique. On parle d'impact, justement, sur la population. Et quand vous regardez les images, il y en a quelques-unes qui ont été prises lors d'une inondation, mais il y en a d'autres qui existent encore. On est présentement, qu'est-ce que vous voyez? C'est une maison qui est sur la rivière Bayonne, un autre bassin versant, et la maison est condamnée, là. Il n'y a plus rien. La maison est au bord du précipice, puis les gens ne peuvent plus rester dedans, là. Donc, il y a beaucoup de dommages, mais ce qui est particulier également chez vous, c'est qu'on est en train de revoir la carte des zones inondables dans votre région. Et ça, ça crée des situations particulières quand même, là. Il y a des villes au complet qui se retrouvent zones inondables par chez vous. C'est ça. C'est une consultation publique provinciale qui est faite par le gouvernement, mais au niveau ici de la région de Berthierville, il était force de constater que présentement, ça crée beaucoup de questionnements. On parle de la ville de Berthierville qui veut revitaliser son centre-ville. Présentement, le centre-ville, si on se fie aux cartes et au débat qui se passe au niveau provincial, la situation, le centre-ville est en zone inondable. Donc, étant en zone inondable, ça implique que est-ce qu'on investit pour... Oui, je comprends. Est-ce qu'on investit pour aller de l'avant? Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est notre problématique. Et c'est pour ça qu'on a eu, je te dirais, un leader dans le cas de M. Alain Goyette, qui est le maire de la visitation d'Île-du-Port, parce que lui, ça l'a fait comme un coup de poing à partir du mois de mars 2022. Si on peut voir justement l'île quand on voit les photos, c'est des pentes très, très douces qui font les berges de cette île-là. Et on se retrouve avec presque 40 % de la population du jour au lendemain qui est en zone inondable. Et là, présentement, tu veux faire des rénovations. Il y a eu un cas, Mme Leblanc, qui a passé dans les journaux nationaux. Elle tente de rénover sa maison pour l'adapter parce qu'elle est handicapée. Et autant au niveau de la municipalité que de la MRC, donc au bout de la ligne du gouvernement, elle n'obtient pas les permis de rénovation parce qu'il dit que c'est en zone inondable. Donc, tu as un droit acquis d'être là, mais la minute que tu fais une transformation, ça ne fonctionne pas. La minute que tu passes au feu, tu peux plus reconstruire. Donc, c'est vraiment une grosse problématique et ça crée des anxiétés, là. Et l'autre chose, Daniel, il faut le mentionner, c'est de se retrouver dans ces zones-là qui sont inondables par rapport aux événements qui se provoquent. Cela fait perdre beaucoup de valeur comme telle aux propriétés. C'est ça la crainte aussi. Parce que nous, on peut le vivre ailleurs en région, là, mais est-ce que c'est comme ça chez vous aussi? Ces maisons-là perdent beaucoup de valeur. Bien, les maisons perdent beaucoup de valeur parce que, dans le fond, la personne qui veut acheter, qui veut vendre, premièrement, et qui veut acheter, bien, elle se retrouve avec une perte de valeur. Elle peut pas jouir vraiment de la pleine valeur de sa maison. Parce que c'est sûr que les gens disent on demeure au bord de l'eau, mais c'est quand même ce risque-là. Et c'est
la frilosité, comment on pourrait dire ça, des prêteurs, tu sais, des prêteurs hypothécaires, des prêteurs bancaires, des assurances. Donc, tu perds du jour au lendemain vraiment une jouissance de cette propriété-là, alors que c'est pas nécessairement vrai que ça va être réinondé des événements comme ça. Et l'autre problématique, c'est que tu peux mettre en sécurité ta maison, tu peux immuniser ta maison contre les inondations, tu sais, en montant ton solage un peu. Tu me parlais tantôt des îles, il y a beaucoup de gens qui ont des chalets, mais c'est des chalets sur pilotis, que si tu montes ton pilotis à 15 pieds au lieu de 10 pieds, bien, tu viens de te prévenir des peut-être possiblement hautes inondations et c'est encore vivable, là. Mais qu'en pensent les autorités locales? Comment réagissent là, les maires puis les élus dans votre région? Bien, la MRC est beaucoup impliquée dans le processus et dépose des mémoires parce que, justement, elle ne veut pas perdre la vitalité économique de sa place. Mais on pourrait dire comment je pourrais dire ça? On pourrait dire notre maire en chef ou les gens, c'est M. Annick Goyette de la municipalité de la Visitation d'Île-du-Pas qui a pris le dossier en charge parce que justement, il s'est retrouvé avec 40 de sa zone. Oui, c'est le maire qui est le plus touché, là. C'est la municipalité qui a été le plus touchée par les entre autres, il est devenu le leader, c'est ça. Okay. Entre autres, il est devenu le leader de ce dossier-là. À ce sujet, on l'a rencontré, puis il nous parle justement de sa situation que vivent en partie ses citoyens. On écoute l'extrait. Qu'est-ce que tu me disais tantôt? C'est que ça affecte la valeur des propriétés. Tu donnais un exemple, une propriété qui a une offre d'achat, quand ils ont su qu'il était en zone inondable, la valeur a baissé de presque 23 en bas du montant, donc de même de l'hypothèque de la personne. Là, on n'a pas de grandes statistiques, mais contrairement à ce que le gouvernement laisse penser que l'impact sur les valeurs est faible, ce que nous, qu'on a comme cas, c'est un cas où c'est qu'il y a une maison à vendre, une propriété à vendre, avec un offre signé à un certain montant. Je ne veux pas être trop précis dans les chiffres, parce que je ne veux pas qu'on cible la personne avec un montant précis dans les chiffres, conditionnement à ce qu'elle ne soit pas dans les zones inondables. Quand ça a été dans les zones inondables, la transaction, elle a baissé de 23 %. C'est 23 % de moins, mais c'est juste 3,5 % en bas de la valeur foncière. Ça, bon, on peut dire que c'est un gain hypothétique, c'est un gain potentiel. Mais le problème, c'est que ça est devenu en bas de la valeur résiduelle de l'hypothèque. Donc, si la transaction avait lieu au montant de 23 % plus bas, il reste une hypothèque à payer pour les propriétaires. Donc, les propriétaires se ramassent plus de propriété, puis un résiduel d'hypothèque à payer. Bon, c'est ça le malheur. Le malheur, c'est ça. Le malheur, c'est nos aînés aussi, qui veulent vendre leur propriété, puis c'est leur fonds de pension. Là, ils se ramassent avec un fonds de pension dévalué, puis quand tu es retraité, tu n'as pas de moyen de te refaire plus jeune. Tu vas dire, on va travailler un an de plus. Mais quand tu as 80, tu ne retournes pas au marché du travail pour refaire. Les assurances aussi. Les assurances couvrent de moins en moins ces risques-là. Les assurances tendent à vouloir couvrir de moins en moins les risques naturels. Ce que ça amène comme problématique, c'est qu'il y en a moins qui les couvrent, il y en a moins qui vont les couvrir, ça va coûter de plus en plus cher. Daniel Yvon, quelle est la suite maintenant dans ce dossier? Bien, c'est ça. La MRC, les maires demandent aux gens de déposer des mémoires d'ici le 17 octobre au gouvernement pour mettre de la pression. Et on sait très bien que nous autres, c'est un dossier qu'on suit parce qu'à tous les conseils municipaux, tu as la présence de citoyens qui demandent où c'est rendu. Puis ça va être vraiment un sujet très important dans les prochaines semaines, les prochains mois. Daniel Yvon, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous et à la prochaine. Merci. C'est pour permettre aux aînés de bien vieillir et de profiter des nombreux services qui leur sont offerts qu'on a organisé à Montmagny le Salon de la deuxième jeunesse. Un reportage de Mario Lacombe de CEMA TV. Ce mardi se tenait à l'espace citoyen de Montmagny le 9e Salon de la deuxième jeunesse de Montmagny. Sous le thème « Bien vieillir, ça part de soi », cet événement incontournable pour les aînés de la région de Montmagny et de l'Îlet
proposait une journée riche en découvertes. L'édition 2024 fut inaugurée par le président d'honneur, le Dr Jean-Pierre Després, directeur scientifique de Vitam, Centre de recherche en santé durable à l'Université Laval. 4 conférences ont été proposées en lien avec le thème de l'édition. Il y a eu aussi plus de 30 exposants sur place pour présenter différents services et pour clore cette belle journée, un spectacle hommage à Johnny Cash. Steve Gobeil, travailleur de milieu au service des aînés, nous brosse ici les grandes lignes des activités de la journée. Oui, alors on est bien content du déroulement de la journée. Alors, c'est un bon succès encore cette année, avec plus de 200 participants aînés et plus de 30 kiosques qui représentent des organismes, des services qui s'adressent aux aînés qui sont offerts dans la région de Montmagny et de Lillet. Alors, c'est les kiosques, justement, des organismes qui viennent présenter leurs services, qui peuvent s'adresser aux aînés pour les aider à bien vieillir, à rester à domicile, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, des fois connaître les ressources qui sont sur le territoire, autant pour le transport, la popote roulante, l'aide à domicile, la coop à l'entretien à domicile, la prévention des chutes à domicile aussi. Alors, M. Gobeil nous parle aussi des principales conférences au programme de cette journée du 9e Salon de la deuxième jeunesse. Du côté de l'amphithéâtre, on avait là, Eva Racine, une neuropsychologue, alors qui venait parler de la santé cognitive, de l'importance justement en vieillissant, de rester stimulé, de rester impliqué dans dans sa vie pour favoriser notre bien vieillir de notre cerveau. En santé le plus longtemps possible, qui est le souhait de tous aussi. Et de l'autre côté, ce matin, on avait le docteur Michel Morin qui venait parler de le côté affection et sexualité en vieillissant. Des fois, qui est un peu un sujet tabou, mais qu'on a besoin de parler aussi, que en vieillissant, nos besoins physiques ne changent pas non plus. Alors, tel que nous le mentionnait M. Gobeil, le concept de bien vieillir fait référence à la capacité à vivre en bonne santé et le plus longtemps possible. Mario Lacombe, à l'espace citoyen de Montmagny pour CEMA TV. Information. L'ouverture à la diversité et la rencontre interculturelle étaient au cœur de la grande fête de l'équinoxe qui a été célébrée à Baie-Saint-Paul. Un reportage de Mathieu Larivière de TVCO. Le service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix-Côte-de-Beaupré organisait récemment la toute première édition de la fête de l'équinoxe à Baie-Saint-Paul. C'est une grande fête dans le cadre du programme de la MRC, dans lequel on veut faire une grande fête pour l'accueil des nouveaux arrivants dans Charlevoix. Une foule d'activités ont été planifiées dans le cadre de cette journée. On a déjà, dans le fond, là-bas, on a la fermette, donc qui a été un gros hit chez les enfants, avec les animaux et tout ça. On a le maquillage pour les enfants. On a le festif qui nous a prêté les beaux jeux que vous voyez ici. On a eu un conteur africain qui a eu beaucoup de succès aussi. On a la DJ qui est là, qui a animé la journée beaucoup aujourd'hui. Puis évidemment, tous nos kiosques de nos organismes qui sont venus participer avec nous ici. Puis le monde, les enfants qui courent partout, les piñatas. L'événement a aussi mis à l'honneur les traditions culinaires de diverses régions du monde représentées dans la population charlevoisienne. On avait un volet culinaire, on avait, je crois, en tout une dizaine de chefs professionnels qui sont venus bénévolement nous faire goûter à leurs plats. Je leur ai demandé des plats typiques de leur pays, donc ils sont chacun venus avec leurs plats qui avaient le goût de faire découvrir à la population de Charlevoix. Puis, je le répète, ils ont tous fait ça bénévolement. Toutes les heures de travail que ça a demandé, ils l'ont fait bénévolement pour venir à la rencontre de leur nouvelle place d'accueil. La fête familiale avait pour objectif l'ouverture à la diversité et la rencontre interculturelle dans Charlevoix. Bien, je pense que ça montre déjà, pour les personnes, des nouveaux arrivants, ça montre une ouverture de la population locale à tout ce qu'ils ont. Ils ont peu de chances de se croiser dans la vie de tous les jours. Donc, on voit vraiment un beau mix de population ici. Puis là, on voit qu'il y a de l'ouverture du monde de Charlevoix. Pour le monde de Charlevoix, ça leur permet de rentrer en contact avec ces nouveaux arrivants-là. C'est qui, qu'est-ce qu'ils font, puis leurs plats.
Est-ce qu'on a souvent l'occasion de manger comme ça dans Charlevoix? C'est assez rare. Hein? Donc, la cuisine, je pense que ça rassemble tout le monde en partant. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent dans les gens qui se rencontrent ici? C'est tout le temps le but. Donc, on aimerait bien que des liens se créent. Donc, le monde, oui, partage. J'en ai vu plusieurs qui s'intégraient dans des groupes déjà de discussion et tout ça. Puis, on vit sur le long terme, évidemment. Donc, à un moment donné, le monde finisse par se côtoyer, finisse par se saluer à l'épicerie. Et à un moment donné, va créer des liens. C'est 100% le but de mon programme sur lequel je travaille. Ma famille, c'est loin de moi, donc c'est pour cela que je me considère tout le monde ici comme ma famille. Ma première famille ici, c'est mon employeur, c'est mes collègues de travail. Après, c'est mes amis, donc les autres nationalités ici. Comment tu vis le fait d'être éloigné comme ça des origines, de la famille, de tes amis là-bas? Je vois que ça nécessite beaucoup d'efforts mentaux, vraiment, pour vraiment trouver d'autres repères, d'autres ressources, c'est ça. Donc c'est pas facile, mais on fait des événements, c'est des événements récréatifs comme ça, et ça nous facilite la vie, ça nous permet vraiment d'être actifs, de rencontrer des gens et de faire pas mal des activités. Ce type d'événement rend possible le déboulonnage des préjugés à l'égard des personnes issues de l'immigration. Ça lutte contre tous les préjugés aussi. Quand on entend des trucs comme ils profitent des programmes, les programmes sociaux, ils vont faire de l'épicerie gratuite, admettons, des trucs comme ça, mais quand ils les voient, puis quand ils se rendent compte que c'est du monde qui travaille fort, mais qui arrive ici, qui n'ont rien, on comprend mieux pourquoi, des fois, il peut y avoir des difficultés. À la moindre petite embûche, des fois, bien, ça nous fait tomber. C'est important d'avoir de l'aide socialement, que tout le monde appuie ces gens-là. On en a besoin, là. On en a besoin dans la région. Là. Puis, au-delà du travail, ça fait une ouverture sur le monde qu'on a ici. Je suis ici depuis, on va dire, 6 mois. Et du coup, je reste quand même considéré comme un nouveau arrivant. Parce que j'ai passé pas mal de situations, que c'est pas difficile. C'est pas facile plutôt pour nous, pour bien s'intégrer. Donc je me mets à la place de tout le monde ici. Et ça me permet aussi d'avoir une autre vision. Donc de savoir où je me suis placé maintenant par rapport aux autres qui viennent de venir, ou les anciens aussi. Parce que c'est une opportunité pour rencontrer les anciens ici, les anciens arrivants et tout. Alexis Côté explique que la mise sur pied d'événements interculturels comme la fête de l'équinoxe permet de réfléchir collectivement aux obstacles que rencontrent les nouveaux arrivants dans une région comme celle de Charlevoix. Déjà, on peut dire qu'un obstacle qui est très souvent cité, c'est la langue. Donc, on a beaucoup d'hispanophones, entre autres, ici. Puis, ils font des efforts surhumains pour apprendre le français, mais c'est très difficile. La prononciation du français, c'est loin de la prononciation espagnole. Alors, des fois, ils arrivent dans les commerces, ils demandent des choses, ils se forcent pour parler en français, puis ça va arriver que des fois, il y a de l'impatience de l'autre côté parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils se font mal répondre parce qu'il y a ça. Donc, on demande au monde, s'il vous plaît, un peu de patience, laissez-les parler. Après ça, Charlevoix, c'est une communauté tissée serrée. Puis ça, c'est vrai pour tous les nouveaux arrivants. Moi-même, qui est dans Charlevoix depuis bientôt 4 ans, j'arrive de Montréal, je l'ai vu au début. Il y a comme... Le monde sont très ouverts, très gentils, mais pour rentrer dans les cercles, là, c'est plus difficile. C'est vraiment des communautés qui sont habituées de se côtoyer tout le temps. Donc, quand on vient de l'étranger puis qu'on voit ça, bien, des fois, on n'est pas habitué comme ça. On n'est pas habitué. On est habitué à vraiment l'esprit de village. Pour beaucoup de monde, c'est ça. Donc, de ne pas être intégré dans ces cercles-là, ça peut être difficile pour eux. Qu'est-ce que vous diriez aux gens d'ici qui nous écoutent aujourd'hui? Je leur dirais, bien, comme je disais tantôt, soyez patients. Ils essayent fort. Puis je vous dirais, le moindrement que vous faites un pas vers les cultures différentes, vous allez voir à quel point ça ouvre l'esprit, on voit plus loin après ça. On se couche moins niaiseux le soir, automatiquement. Façon de parler québécoise, là. Mais ça va nous ouvrir nos horizons vers d'autres choses. Puis je pense que c'est juste de la richesse que ça apporte tout le temps. D'autres événements interculturels sont à prévoir au service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix-Côte-de-Beaupré au cours des prochains mois.
le défi Pierre Lavoie propose aux écoliers du Québec d'accumuler des blocs d'énergie pour ainsi adopter de saines habitudes de vie. Marc Després, de TV Métis, nous apprend que ce sont les jeunes de l'école Nord-Joly, à Montjoly, qui ont été récompensés pour leurs efforts. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir à Montjoly la grande récompense du défi Pierre Lavoie. C'est quoi exactement? La grande récompense, c'est un événement pour récompenser les élèves qui ont atteint les cubes énergie en mai dernier. Donc le défi des cubes énergie, c'est à travers toute la province. Les élèves, ils doivent ramasser des cubes. Un cube, c'est 15 minutes d'exercice par jour. Et le plus de cubes qui est ramassé, le mieux c'est. Donc, c'est l'école qui vont participer, c'est un effort collectif. Et nous, ensuite de ça, en septembre, on sélectionne au tirage au sort une école par région administrative. Donc, nous, on fait une tournée de 4 semaines pour aller récompenser les écoles de leur effort collectif face au défi des cubes énergie du printemps dernier. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que Montjoly est récipiendaire de quel territoire? Oui, exactement. Oui, donc la région du Bas-Saint-Laurent, c'est à Montjoly qu'on a arrêté cette année. Donc, quand je dis c'est un tirage au sort, c'est parce que le sport, il faut en faire. C'est pas une course, c'est pas comme le fait d'en faire le plus possible, c'est vraiment de se dépasser soi-même. Donc, il n'y a pas une école qui est meilleure qu'une autre, c'est que là, on a vraiment tiré au sort. Et c'est l'école de Nord-Joly qui a remporté pour le Bas-Saint-Laurent. Et donc, aujourd'hui, nos jeunes ont un avant-midi où on fait plein d'exercices. Oui, exactement. Ça consiste à un parcours actif qu'on fait à travers toute la cour ici. Donc, c'est vraiment pour les faire bouger avec un parcours coloré, surdimensionné. Ensuite de ça, on a un spectacle avec une artiste multidisciplinaire qui est là pour un petit 30 minutes. On a fait un hymne à la grande récompense pour les féliciter d'avoir fait les cubes énergie. Et ensuite, c'est une récré survoltée pendant une petite heure. Donc, on a fait des jeux géants un peu partout dans la cour. Donc, on les félicite, on les laisse jouer et après, nous, on repart, on s'en va à une autre école. Donc, c'est ça, le territoire est grand. On fait un tour de la province. Oui. Donc là, hier, on était en Gaspésie. Aujourd'hui, c'est Bas-Saint-Laurent. On s'en va dans le coin de Bécomo demain. On fait Chaudière-Appalaches, Québec. Et lundi, on repart puis on fait 4 autres écoles. Et sans aucun doute, lorsque vous apprenez à l'école qu'ils gagnent cette belle récompense, quelle est leur réaction? Ils sont super contents parce que c'est vraiment un événement surréel pour eux quand on arrive. Donc, c'est vraiment d'emmener le grand défi comme concrètement dans leur cours. Parce qu'on a la tournée qui se dure toute l'année, mais la grande récompense, c'est vraiment un événement spécial pour ces cubes-là. Fait qu'ils sont super contents, ils acceptent tout de suite, puis ils veulent qu'on vienne faire divertir les jeunes. Les jeunes sont contents, surtout qu'on leur remet aussi des souliers gratuits. Fait que ça, c'est vraiment le gros highlight des jeunes. Quand on arrive, ils ont toute une paire de souliers gratuits pour les féliciter de leur exploit. Donc, c'est très motivant pour eux à ce moment. Ah oui, 100%. Les souliers, je pense que c'est vraiment le moment où les jeunes ils sont contents de recevoir ça. Parce qu'on arrive dans leur classe, on dépose le sac, là, ils ont le gros cadeau, et ensuite, ils s'en viennent, et là, on fait la fête. Et est-ce que cette formule existe depuis plusieurs années? La grande récompense à ton école, c'est la 3e édition. Avant, on avait une édition qui se faisait au Stade olympique, qui a duré 9 ans. Donc, c'était vraiment que toutes les écoles venaient nous rejoindre au stade. Il y avait une journée complète, il y avait un spectacle. Le lendemain, les élèves allaient à la ronde. Et là, on a fait une édition comme un peu différente, surtout due à la pandémie. Mais c'est qu'on se déplace vraiment pour amener un événement chez eux. Parce qu'on s'entend que c'est quand même beaucoup de routes pour une école, exemple de Chibougamau, pour venir avec tous les élèves en autobus. Fait que c'était un peu plus simple pour nous de venir directement. Puis à chaque année, on a comme une nouvelle formule qu'on essaie d'adapter. Ouais. Et c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment tous les jeunes de l'école qui peuvent y participer. Ah oui, tous les jeunes sont là. On peut pas arriver et faire c'est juste les premières années. C'est vraiment tous les élèves. La plus grosse école qu'on a, je pense, c'est 375 élèves. Fait que c'est celle de Québec, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, donc, c'est plus facile peut-être de réussir à convaincre aussi les jeunes d'accumuler ces fameux cubes-là. Ah oui, exactement, mais on n'en parle pas vraiment. T'sais, oui, il y a la grande récompense en école qui est discutée un peu dans Cube Énergie, mais ils font vraiment pour le plaisir, parce que c'est comme un petit événement qu'ils font pendant 3 semaines. Ils accumulent comme leur petit cube, ils cochent dans leur carnet avec leurs parents. Fait que je pense que c'est juste de participer à cet effort-là ensemble. Puis ensuite, on a la surprise de la grande récompense. Et en même temps, ça inclut les parents dans l'aventure. Bien oui, on veut qu'ils viennent. Pas juste les jeunes, il faut qu'ils fassent du sport. Là. Les parents, il faut qu'ils viennent aussi. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce qu'on sait déjà s'il y aura une récidive pour la prochaine année? Ah oui, c'est pas officialisé, mais normalement oui, parce que le défi des cubes va déjà se mettre en place dans les prochains mois. Ça va être annoncé prochainement également. Donc, c'est une formule gagnante qu'on a depuis le tout début du grand défi. C'est apprécier des écoles. Ils participent toujours en grand nombre. Donc, c'est sûr à 100% qu'on va revenir. Pas besoin de faire des efforts surhumains non plus, là. Ça s'adapte pour tout le monde. Non, pas du tout. Tu peux aller faire une marche. Le but, c'est de faire un effort physique.
Donc, ton effort physique, ça peut être prendre une marche, ça peut être jouer au soccer, c'est n'importe quoi. Le but, c'est juste que tu sois actif. Parce que chaque personne peut être active d'une différente façon. Et à ce moment-là, donc, il faut dire que dans la visite, on est chanceux. Je pense qu'il y a eu 2 écoles gagnantes dans le passé. Je pense que c'est la 3e en très peu. Je pense que c'est la 3e à Montjoly. Ouais. Non, c'est ça, on aime bien ça venir ici. On aime bien ça. Donc, on est chanceux. Vous êtes chanceux. Oui, vous êtes chanceux. Je pense que l'année passée, c'était à la Rédemption. Oui. C'est ça, ouais. Donc, écoute, on essaie le plus qu'on peut. Donc, on félicite tous ces jeunes-là aujourd'hui, là, c'est une belle récompense. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, ça leur prend pas beaucoup pour être heureux. Là, on avait un spectacle qui était là, mais ils veulent courir partout, ils veulent faire les obstacles. T'sais, on veut pas les restreindre à faire juste une activité. Vas-y, partout, puis il n'y a pas de problème. Donc, l'important, c'est qu'aujourd'hui, encore, on peut dépenser son énergie. Oui, on y va tout le temps. Et on l'a vu tantôt aussi, dans le parcours à la fin, les jeunes ont facilement rempli leur cube. Ah oui. Oui, puis on a fait une formule où il y avait comme un cube énergie géant de balles, où là, on pouvait accumuler ces balles, mais tu vois concrètement c'est quoi. Parce que c'est écrit sur notre camion écran, tu vois vraiment les lignes s'avancer. Fait qu'ils sont dans l'aventure, ils peuvent voir. C'est pas comme si tu fais juste courir puis that's it. Là, tu as un objectif à atteindre. C'est ça qu'on voulait amener dans la garde récompense cette année. Et on est associé aussi avec les secteurs de Matane, de Rimouski, de la Matapédia. Donc, ça démontre qu'eux aussi, dans leur coin, ils peuvent participer. Puis, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. Oui, parce que nous, ça commence la tournée à la fin de la grande récompense. Puis, les cubes énergie, on va commencer les inscriptions un peu plus tard. Fait que oui, on incite tout le monde à s'inscrire. On veut que les gens participent. Et sinon, s'il y a un professeur qui veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site? Oui, c'est sur le gdpl.com. Donc, le grand défi à la voix, donc le gdpl.com. Toutes les informations sont là-dessus. Bien, on va vous laisser justement aller compléter la journée d'aujourd'hui. Merci. Hey, merci d'être venu. À l'occasion du 125e anniversaire de la ville de Saint-Léonard de Portneuf, l'équipe du Festival du lin a présenté une exposition où on voit les techniques de récolte et de transformation du lin. L'équipe de CJSR y était. Alors aujourd'hui, dans le cadre du retour du Festival du lin pour le 125e anniversaire de la ville, on a remonté vraiment toutes les étapes de transformation du lin à l'ancienne pour montrer vraiment comment ça se faisait à l'époque. Alors c'est un peu comme les gens le faisaient là, il y a 50 ans de ça pour le 75e anniversaire de la ville où ils avaient décidé de le faire. Alors pour transformer le lin, ce qu'on va faire en premier, c'est planter les graines. C'est vraiment la première étape de tout. Les petites graines, ils sont dans les caboches de lin juste ici. À l'intérieur de cette caboche-là, il y a entre 8 et 10 graines de lin. Ces graines de lin-là, c'est une variété particulière. Nous, ce qu'on utilise, c'est du lin textile. Il existe aussi du lin oléagineux, qu'on utilise beaucoup plus pour les graines de lin et pour l'huile. Et il existe aussi le lin textile et le lin décoratif. Donc, 3 variétés différentes. Ces petites graines-là, on va les semer à la levée, puis le lin va prendre 100 jours à pousser. Ensuite de ça, on va l'arracher, on va le mettre au sol pour qu'il devienne brun comme ça. Ça, c'est l'étape du rouissage. Quand il est bien rouillé, à ce moment-là, l'espèce de colle qui retient les fibres ensemble va s'être dissoute et puis la fibre va être facile à extraire pour pouvoir le transformer. Quand on arrive au moment des corvées comme telles, la première étape, c'est de récolter nos graines pour l'année d'après. Alors, ce qu'on va faire, c'est le battage du lin au fléau. Alors, le fléau, c'est l'outil que notre bénévole tient aujourd'hui dans ses mains. C'est vraiment 2 bouts de bois reliés par des lanières de cuir. Et puis, avec son outil, il va venir frapper sur les petites caboches de lin, les petites boules, pour libérer les graines de lin. Ça fonctionne très bien. Par contre, ce qu'on retrouve par terre, c'est beaucoup de paille, les résidus de la caboche, qui sont mélangés aux graines. Donc, on va vouloir trier ça pour pouvoir le conserver comme il faut pour l'année d'après. C'est à ce moment-là qu'on va faire le vannage. Alors, ici, on a M. Yvon qui va nous faire une petite démonstration de vannage. Est-ce que tu veux nous montrer ça? Donc, vous voyez à l'intérieur, il y a beaucoup de paille qui est mélangée aux graines. Donc, en utilisant le vent, on va venir, comme ça, lancer les graines en l'air. Et puis, ça va faire une espèce de petit tourbillon d'air à l'intérieur qui va chasser toutes les pailles plus légères et on va conserver que les graines plus lourdes. On voit à l'intérieur, c'est déjà en train de devenir brun foncé. C'est vraiment la couleur des graines de lin. Donc, on va pouvoir mettre ça en pot et le conserver pour l'année d'après. Après ça, on va vraiment commencer les étapes de transformation de la fibre comme telle. Alors, la fibre, c'est réellement l'écorce du lin. On le voit juste ici. Si on détache, on voit que la fibre se retrouve à l'extérieur, puis à l'intérieur, il y a une petite paille qui est blanche-jaunâtre. Et puis, celle-là, on va la casser, on va l'enlever, puis on va conserver que l'écorce du lin. Pour enlever cette paille-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le brayage. En termes français de France très beau, ça serait le broyage. Mais en langage de l'époque, ce qu'on va faire, c'est du brayage. Je vais te montrer rapidement le brayage.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient casser la petite paille qui est à l'intérieur, on la voit qui tombe au sol, puis on conserve que la fibre qui est l'écorce du lin. Donc, vous voyez, ça s'en vient de plus en plus. Par contre, à l'intérieur de tout ça, il y a encore beaucoup de résidus de paille. Ça serait difficile à filer parce qu'il y a encore des impuretés à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler le lin. Pour tailler le lin, on peut utiliser un petit couteau en bois ou on peut aussi utiliser le moulin flamand. On va envoyer une couette de lin à l'intérieur. La couette de lin va se faire frapper à différentes reprises. Ça va faire tomber les petites pailles. Puis on va conserver seulement qu'une belle couette de lin comme ça. Je pensais que c'était un ventilateur, non? Oh non, c'est beaucoup mieux qu'un ventilateur. C'est un moulin flamand. Après ça, on va pouvoir peigner nos fibres. Donc, on va peigner les fibres avec un peigne qui est comme ça ici. Donc, on envoie une couette à l'intérieur, on tire. On a un très bel exemple juste ici. Continue, continue. Montre-nous ça, montre-nous ça. On l'envoie comme ça à l'intérieur. Puis, ça va finir de détacher toutes les fibres. On va obtenir des fils très, très fins. Et ça va aussi enlever, mélanger, ça va enlever l'étoupe de la filasse. La filasse, c'est les plus longues fibres, puis les fibres les plus courtes, c'est l'étoupe. Ce qu'on utilisait autrefois pour isoler les maisons en bois rond et calfeutrer des bateaux aussi. Donc, vous voyez, ça devient vraiment comme des cheveux très, très fins, très soyeux. Après ça, on va filer notre lin. Un filage au rouet. Donc, ça, c'est vraiment le rouet qui était utilisé par nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Donc, ça fonctionne à pédale. On active la machine. Cette machine-là va faire deux opérations en même temps. Elle va torsader les fibres qui vont former le fil, mais en plus de ça, c'est qu'elle va tirer le fil à l'intérieur qui va venir s'enrouler sur la bobine qui est juste ici. Donc, c'est un mécanisme très simple, mais très astucieux, qui nous permet de filer comme ça des très beaux fils en continu. Une fois que c'est fait, bien là, on peut vraiment aller à la dernière étape, qui est le tissage. Mais on peut aussi le transformer différemment. On pourrait tricoter, faire des nœuds, faire de la dentelle. Et le tissage, ça, c'est l'expertise de nos fermières ici à Saint-Léonard, donc qui sont placées juste au bout là-bas, qui ont des petits métiers à tisser, puis qui expliquent toute la science du tissage, qui est très compliqué aussi. Il faut tout entrecroiser les fibres comme il faut pour obtenir un beau tissu, puis on peut faire des motifs aussi au travers de ça. Alors aujourd'hui, au Festival du lin, en plus de ça, on avait de la vannerie, donc des produits qui sont faits avec du lin plié. On a aussi de l'artisanat autochtone avec Yanon Chia qui est en train de faire une démonstration de perlage à l'ancienne. Et on a Ksenia Kiseleva de Métier Doré qui est une experte fileuse qui fait des démonstrations, en plus de nos fermières. Donc, sur le site du Festival du lin, toutes sortes d'activités. On s'amuse bien. La télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays était au premier midi Boostify, organisé par le collectif d'accueil des nouveaux arrivants. C'est notre première édition du Vendredi Boostify qui se veut un dîner, dans le fond, d'accueil des nouveaux arrivants pour faciliter leur inclusion dans la communauté ici. Donc, on veut vraiment réaliser un dîner Boostify par mois, donc toujours le dernier vendredi du mois. Puis c'est un dîner, dans le fond, qui se veut gratuit, qui se veut vraiment ouvert, sans inscription, sans flafla. C'est un repas très convivial. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est aussi offrir l'opportunité des organismes du territoire d'être présents pour parler de leurs services. Donc, à chaque repas, il va y avoir un organisme invité qui va être ici pour présenter ses services, donc peut-être aller chercher une nouvelle clientèle, mais aussi pour nos nouveaux arrivants, dans le fond, qui connaissent un peu mieux les services qui seraient présentés directement par des membres des organismes. Donc, habituellement, on avait l'habitude de faire un repas annuel d'accueil, mais là, on s'est dit que compte tenu qu'on accueille de plus en plus de nouveaux arrivants sur notre territoire, attendre le mois de janvier pour faire un repas d'accueil, ça pouvait être loin, puis on pouvait risquer dans le fond, de passer un peu à côté de notre mission, qui est vraiment d'avoir un bon accueil, puis faciliter un enracinement sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des plus petits événements, mais vraiment mensuels. Puis, donc, aujourd'hui, c'est notre premier. Le prochain sera le 28 octobre, toujours un vendredi. On y va vraiment à la bonne franquette, comme on dit. Donc, c'est un repas, somme toute, léger. Comme c'est notre première édition, on est allé avec un repas d'automne, donc une soupe, du fromage de la fromagerie, du pain, des desserts. Puis, comme on vise aussi à souligner les anniversaires des personnes qui sont arrivées dernièrement. Ça, c'est aussi un des objectifs de notre activité, souligner les différents anniversaires de chaque mois. Là, dans le fond, on a une plus longue période parce qu'on veut couvrir septembre et octobre, donc ceux qui vont être à venir. On a préparé des petits desserts là, qu'on va remettre aux célébrés, aux fêtés. Donc, voilà un petit dessert de circonstance. On avait notre programmation automnale qui était sortie à la fin de l'été. Donc, le dîner Boostify, c'était notre grande nouveauté.
Puis demain, dans le fond, il y a 24 chanceux qui vont prendre part à une visite guidée sur l'île aux Basques, une visite gratuite, dans le fond, qui était offerte non seulement aux nouveaux arrivants, mais à la population locale aussi. Puis ça s'inscrivait dans le cadre du festival plein air de l'URLS, dans le fond, qui avait lieu tout le mois de septembre. Donc, on s'est inscrit dans cette grande programmation-là. Donc, c'est 24 personnes demain qui vont avoir une visite, qu'on va partir avec le Léon Provencher, visiter l'île aux Basques. Puis, samedi prochain, le 28, non, c'est pas vrai, le 5, pardon, dans le fond, on organise un transport gratuit vers l'activité, la fête des couleurs, qui est organisée par le Parc du Mont-Saint-Mathieu, donc dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Riou. Donc, on le sait que des fois, l'enjeu du transport, ça peut limiter certaines personnes à prendre part des activités qui sont un petit peu à l'extérieur de Trois-Pistoles. Donc, pour contrer ça, on organise un transport en autobus pour permettre aux gens de s'y rendre. Un petit peu plus tard, on a aussi une partie de kinball à l'école secondaire, donc une activité sportive. Le kinball, ça n'existe pas dans les Basques actuellement. Il n'y a pas cette activité-là comme activité offerte à la population. Donc, on s'est dit, on le sait qu'il y a certaines personnes qui ont de l'intérêt pour ça. On va organiser une partie, puis qui sait, peut-être que ça va devenir une activité récurrente par la suite. Page Facebook, c'est vraiment notre meilleur canal de communication, donc on vous invite à aller l'aimer pour voir tout ce qui se déploie. On lance toujours notre programmation en grande pompe lors du moment de sa sortie, mais sinon, après ça, il y a des événements qui sont partagés pour chacun des activités qu'on offre. Donc, c'est assez clair pour chaque personne de voir tout ce qui se passe. Puis, on invite vraiment la population en général à prendre part à nos activités. Elles sont généralement gratuites, sinon à très, très faible coût. Souvent, l'inscription est demandée, par contre, donc ça, c'est à ne pas négliger. En fait, le CANAB, c'est tout simplement le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Donc, avec ça, merci Ghislain, merci beaucoup Anouk. C'est un regroupement. On est quelques organismes qui travaillons à mettre ça en place pour toutes nos personnes qui sont arrivées récemment ou autres qui veulent partager ensemble. C'est de créer un petit moment, en fait, qui rapproche la communauté, des gens qui intègrent le milieu là, ou qui l'ont intégré depuis un petit bout de temps, mais qui veulent faire du réseautage, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... on ne peut pas nécessairement juste nous autres, c'est vraiment le CANAB, là, principalement. C'est une équipe de travail qui organise ces activités-là. Le CANAB, en fait, c'est un regroupement des différents partenaires dans le milieu qui travaillent à l'attractivité et à la rétention des gens qui arrivent sur le territoire. Donc, tous ces trois organismes-là, notamment la MRC, le CLD, nous autres, etc. Donc, on intervient et on a différents créneaux d'intervention, nous autres, différents programmes, qui font en sorte qu'on attire des gens sur le territoire et qu'on travaille à les retenir. Donc, c'est cette équipe-là, en fait, qui travaille à mettre ça en place, cette belle activité-là, pour réunir les gens. Normalement, il y a un organisme invité, effectivement, qui vient présenter un sujet donné, mais l'initiative va rester toujours de l'équipe du CANAB, là, qui invite des partenaires selon les besoins qui sont identifiés des différents clients là, qui peuvent se pointer ici. C'est un plaisir, merci beaucoup. Marc Baudouin de la TVC Matapédia s'est rendu au rucher artisanal Bimétal et nous présente, dans le premier de 2 reportages, comment on récolte le miel. Je suis à Saint-Léon-le-Grand au rucher artisanal matapédien Bimétal. Je vais être initié à l'apiculture et mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Je vais aller maintenant rejoindre les propriétaires. Je suis en compagnie des apiculteurs amateurs Joséanne Otis et Frédéric Blanchet. Bonjour! Bonjour! Donc, on va découvrir l'apiculture aujourd'hui. En quoi ça va consister? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, aujourd'hui, on va aller faire une inspection hebdomadaire. C'est ce qu'on fait à toutes les semaines au rucher. Avec une inspection, c'est quoi? Bien, on va s'assurer que la colonie est en bonne santé. On va regarder, premièrement, si la reine pond. S'il y a une reine, si elle pond. Et ensuite de ça, si elles ont besoin d'espace, on va leur offrir de l'espace. On est prêt. Quoi que ce soit qui arrive. On va finir de s'habiller. On y va?
plein de ruches en même temps. OK, fait que ça se peut. OK. Ah non, parce qu'ils vont aller piller. Il y a une chicane de voisinage, il y en a même chez les abeilles. Oui. Il ne faut pas... c'est vraiment, on y va de façon une séquentielle. Quand on est deux, on va offrir 2 ruches. Fait que normalement, la hausse à couvert, c'est la dernière... pas la hausse à couvert, mais la hausse à miel, c'est la dernière chose qu'on va inspecter. Fait qu'on va la mettre de côté. OK. On fait vraiment notre couvert On finit avec premier, ça. puis on finit avec ça. OK. Puis juste au poids, Frédéric, il va savoir si on commence à remplir là, ils ont ou pas. commencé. Je te dirais, tu vas pouvoir la peser après, là, Marc. Là, je vais te la mettre dans une position où tu pourrais la prendre. Fait que là, présentement, on est presque vide. Là. Mais ça, c'est une jeune colonie due à la fusion. Là. OK. Donc, on va voir l'autre, peut-être qu'elle va être plus prometteuse puis qu'on va pouvoir rajouter une boîte. Mais celle-là, pour l'instant, je ne rajouterai pas de boîte. OK. Je suis capable? Oui, tu lèves ça. Voilà. C'est pas tu trop la cotes pesant. pas après toi. C'est Non. parfait comme ça. Attention, on détourne. Comme ça? Ouais. Donc, ça pèse combien, selon toi, Marc? Bien, c'est pas très pesant. Non, hein? C'est pas très pesant. En tout cas, celle-là n'était pas pesant. 5 à 10 livres. Oui, non, c'est ça. Elle est vraiment pas Même lourde. pas, En fait, je pense je l'ai mis... qu'une poche de patate est plus pesante que ça. Et puis, il peut y avoir combien d'abeilles en tout dans un rucher comme ça? Dans une ruche, à la fin de l'année, on va avoir autour de 70 000 abeilles. Présentement, on est peut-être plus à 15 000... 20 000. 20 000. Sur la ponte, là, chaque face de cadre représente à peu près 3 500, je 3 pense, 500 cellules. œufs. Fait que chaque alvéole, l'ensemble sur une face, ça veut dire 7 000 7 000 par cadre. cadre. Là, ça, à partir du moment que tu es capé à 100 sur du couvain. OK. Mais une bonne reine peut pondre jusqu'à 2 000 œufs par jour. Hein? Donc, elle ne chôme pas, Madame la reine. Elle n'a pas le choix parce que je pense que l'espérance de vie des abeilles n'est pas très longue, hein? Pour les ouvrières, c'est très court. En plein été, c'est 35-40 jours. Oui, c'est une job quand même assez... En fait, c'est le vol, c'est la pollinisation qui est très dure pour elles, très risquée aussi. C'est ça qui les épuise? Oui, OK. parce que les abeilles qui passent l'hiver dans la ruche peuvent vivre jusqu'à 6 mois parce qu'elles ne vont pas aller voler. Elles vont garder la ruche au chaud, mais elles n'ont pas le vol. OK. Mais la reine, elle peut vivre jusqu'à 3 ans. Parce que là, les abeilles que vous avez là, c'est celles qui ont passé l'hiver? Ils ont passé l'hiver? Non, sont toutes mortes, celles qui ont passé l'hiver. Ouais, OK. C'est-à-dire que rendu à ce temps-ci de l'année, les reines ont recommencé à pondre en avril-mai. OK. Donc, toutes les vieilles abeilles qui avaient passé l'hiver ont été remplacées. C'est toutes des jeunes. OK. Puis on pourrait le voir, là j'ai mon ombre, là, mais sont belles, sont poilues, sont orangées, tandis qu'une vieille abeille va avoir moins de poils puis va vraiment être noire. OK. Elle aura comme plus de rayures puis de couleurs, là, vraiment. Elle va être moins, OK. Ouais, elle va être moins Puis poilue. les jeunes sont grises, presque blanches. OK. Ouais. Les abeilles collent toutes les structures entre elles, là, entre 2 inspections. Ils mettent de la cire et de la propolis. Fait que là, il faut que j'aille décoller les structures pour qu'on puisse enlever les étages. OK. Plus on attend les inspections, plus c'est collé. Là, tu serais bon, je pense. Fait que tu vois, celle-là est quand même assez pleine. Là. Autant en termes de ressources, là, parce qu'elle pesait facilement 70 livres. OK. Plus lourde que le premier étage qu'on a enlevé tantôt. Exactement. OK. Puis, vous voyez qu'est-ce qui tenait, là? Il y a de la structure de cire à l'intérieur qui était collée. Puis, si vous regardez ici, il y a des larves. Ce ne sont pas des parasites, ce sont de jeunes abeilles. Et au fond, il avait construit des cellules entre les deux boîtes. Il avait mis des petits dedans, qui sont généralement des faux bourdons, des mâles. Et là, on les a brisés. C'est pas la fin du monde. Elles, ce qu'elles vont faire, elles vont pas les déménager. En fait, elles vont les manger. Parce qu'elles ne déménagent pas les bébés abeilles. Elles vont déménager le miel, mais pas les jeunes. Donc, au lieu de les laisser, c'est quand même des protéines. Donc, elles vont les manger, puis elles vont en refaire à un autre endroit. Ah, OK. La reine, on le reconnaît comment? Il y a sûrement un signe. Physiquement, elle est quand même très différente. Elle a un plus gros abdomen. Là, parce que dans le fond, une reine abeille va se faire féconder dans un vol nuptial. Puis, dans le fond, les faux bourdons, c'est eux qui vont la féconder. Puis, elle va emmagasiner la semence dans ce qu'on appelle une spermothèque. OK. Puis, c'est ce qui fait développer l'abdomen vraiment. Là. Fait que ce qui fait aussi qu'elle ne passe pas dans les interstices d'une grille à reine. OK. Elle est... Non, elle est ici. Ah, oh, mais oui, c'est vrai qu'elle Regardez avec son abdomen. Oui. Elle a un petit point vert, donc ça nous aide. Mais elle a un gros abdomen sans rayures. Elle est plus longue aussi. Hein? Vraiment plus long. On la voit. Le thorax, il est sans poils. Là. Il y a un petit point vert encore du marque que j'ai laissé. Et regardez dans le fond des alvéoles. Je ne sais pas avec la caméra si on va être capable de le voir, mais il y a un œuf dans chaque alvéole. Donc, elle pond très bien, un œuf centré. Okay. Et presque toutes les alvéoles ont un œuf. Donc, ça, c'est signe qu'on a une bonne reine. Elle remplit ses alvéoles. Oui, donc une reine qui
ferait une ponte en mosaïque qu'on appelle, là, donc une section pondue, une section non pondue. C'est pas bon. Mais elle, là, moi, je regarde, ce que je vois, c'est qu'il y a un œuf à peu près dans chaque cellule. Fait que c'est une bonne reine. C'est une bonne reine. Fait que cette ruche-là, ils n'ont pas raison d'en trouver un autre puis se débarrasser de celle-là. Puis là, elle doit être passée l'autre bord. Pas encore. le point, c'est que si c'est une très bonne reine qui pompe beaucoup, nous, il va falloir s'assurer que parce que c'est sur un cycle de 20 jours environ, il va falloir s'assurer qu'au moment où est-ce que, mettons, toutes nos cadres capées éclorent en même temps, bien, on a assez d'espace pour assumer, parce que sinon, ils vont se virer de bord, ils vont faire une cellule royale, puis ils vont partir avec la reine. Puis... Là, même si vous avez trouvé la reine, vous inspectez toutes les choses quand même? Oui. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.